Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Nous allons parler de La République En Marche, mais quand même un mot d'abord de votre ancien parti, votre ancienne famille politique. Virginie Calmels, numéro 2 du parti Les Républicains, a été remerciée par Laurent Wauquiez. Vous êtes surprise de voir des tensions aussi violentes si rapidement entre ces deux-là ? Non, je ne suis pas surprise parce que quiconque connaît Laurent Wauquiez connaît la brutalité dont il peut faire preuve et le fait qu'en effet, la ligne des Républicains, c'est désormais la sienne. Donc un parti qui s'est extraordinairement rétréci sur une ligne identitaire. Le dernier tract qui a été fait par les Républicains pour que la France reste la France, c'est un tract que le Front National n'aurait pas renié. Donc ça veut dire que Laurent Wauquiez aujourd'hui est trop contesté, à votre avis, pour rassembler sa famille politique ? Il va rassembler une famille qui est de plus en plus petite, donc peut-être qu'il arrivera à ce rassemblement-là. Virginie Calmels, vous pensez ne le connaissez pas avant d'accepter le poste de numéro 2 de ce parti-là ? Elle a peut-être cru avec sincérité qu'elle pourrait apporter autre chose à cette famille politique. Moi, je pense que les libéraux et les centristes, de fait, n'ont plus leur place au sein des Républicains avec Laurent Wauquiez. Alors un mot sur La République En Marche, c'est plus simple, mais c'est pas si simple. Un an après l'arrivée d'une nouvelle majorité renouvelée avec des personnes issues de la société civile, parfois qui découvraient la vie politique, un an après, cette majorité est tout de même moins docile. Je ne sais pas, au tout début, on nous disait qu'on était trop docile. On nous disait même qu'on était des godillots. Et aujourd'hui, on dit, attention, vous auriez trop de liberté. Je crois juste qu'on est dans la bonne mesure, c'est-à-dire qu'on est extrêmement respectueux, loyaux vis-à-vis du président de la République et de son projet. Et dans le même temps, on est aussi force de proposition, ce qui est le rôle des parlementaires. Force de proposition, mais aussi force de contestation, avec des propos critiques qui sont parfois exprimés publiquement. Est-ce que ça, c'est un fonctionnement dont vous vous dites, c'est un fonctionnement totalement normal d'une majorité ? Je pense qu'il faut qu'une majorité garde aussi sa liberté de ton et sa liberté de proposition à partir du moment où elle est extraordinairement loyale vis-à-vis du projet grâce auquel on a été élu et on est tous unis par ce projet. Alors c'est intéressant, quelle est la ligne ? Quelle est la limite entre exprimer ses convictions ? Alors on l'a vu par exemple avec Sonia Crimi qui a contesté le texte asile-immigration, ou encore le fait qu'on n'accueille pas l'Aquarius sur les côtes françaises, ou encore même la phrase du président de la République lui-même lorsqu'il a expliqué, il a parlé du pognon de dingue qui était mis dans les aides sociales. On peut parler aussi de Mathieu Orphelin qui était chez nous il n'y a pas si longtemps, qui porte des convictions écologiques sur le glyphosate. Ça, vous dites, ça va, c'est pas de la déloyauté. Quelle est la limite que vous fixez à La République En Marche entre l'expression des convictions et la déloyauté ? Pour moi, la limite, c'est le soutien envers le chef de l'État et le soutien au projet grâce auquel on a été élu. On ne serait pas là si Emmanuel Macron n'avait pas été élu président de la République. On ne serait pas là s'il n'avait pas réussi à convaincre les Français sur le projet qui était le sien et qui est un projet qui marche bien sur ses deux jambes, qui a à la fois plus de liberté et plus de protection. On a passé toute la semaine dernière sur la question de la formation professionnelle et de l'apprentissage et c'est la création de nouveaux droits pour des Français. Donc pour moi, c'est ça la ligne. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la critique ? Ça veut dire que la critique, elle est autorisée ? Ça veut dire que ces députés-là, vous leur dites continuez ? Vous avez le droit de porter vos convictions. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République tant que vous votez les textes ? Porter ses convictions, oui. Être critique vis-à-vis du chef de l'État, alors même qu'il exprime la ligne grâce à laquelle on a été élu, non. Moi, c'est ça la limite que je mettrais. Donc non, ça veut dire quoi ensuite ? Ça veut dire qu'ils ont vocation à quitter le groupe, par exemple ? Non, mais les gens, après, décident s'ils sont ou non membres de ce groupe. À partir du moment où vous êtes membre d'un collectif, vous devez respecter ce collectif et sa manière de fonctionner. Quand on a des désaccords, on peut évidemment les exprimer. C'est mieux déjà de les exprimer parfois en interne plutôt que de le découvrir par voie de presse. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à garder cette ligne de crête qui, encore une fois, on n'a pas été élu par hasard, on n'a pas été élu sur un malentendu, on a été élu sur la base d'un projet. Et ce projet, c'est notre responsabilité de le mettre en œuvre. Et il faut d'abord mettre en œuvre ce projet-là. Donc ça veut dire que vous les appelez à jouer un peu collectif ? Oui, je pense qu'il faut qu'on soit tous collectifs dans un groupe de 312 individualités. Vous l'avez dit, on est devenus parlementaires. 95% d'entre nous ne l'aviez pas été avant. C'était une volonté des Français de renouveler. Il faut que ce renouvellement montre aux Français qu'on est en capacité d'être une majorité forte. Alors, vous avez parlé de la formation professionnelle qui a été débattue à l'Assemblée nationale. Quelques économistes qui ont travaillé avec Emmanuel Macron ont fait une note dans laquelle ils expliquaient que ces textes-là n'étaient pas suffisamment incarnés par les ministres du gouvernement. Vous parlez de la formation professionnelle, on en a très peu entendu parler dans l'actualité. Est-ce que vous regrettez, vous, justement, que ce ne soit pas si visible que ça, le fait qu'Emmanuel Macron et la majorité marchent sur ses deux jambes ?
Moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait des ministres qui ne soient pas assez politiques. On a passé toute la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec Muriel Pénicaud qui porte ce texte, avec aussi Jean-Michel Blanquer sur la question de l'apprentissage. Je peux vous dire qu'ils incarnent cette ligne et cet Y compris équilibre. dans l'opinion, y compris dans les médias suffisamment. Vous savez, encore une fois, les Français ont fait un choix de renouvellement. Et donc ce renouvellement, il s'est incarné avec 312 députés au sein de La République En Marche, et puis des ministres qui sont aussi nouveaux. Alors peut-être que c'est plus facile parfois de reprendre toujours les mêmes. Nous, on a fait un autre choix, et le président de la République aussi. Un an après, moi, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, ce projet, il est mis en œuvre. Et contrairement à cette tribune que moi, j'ai pu lire, cette note confidentielle, mais qui est parue le jour même dans la presse, qui n'était peut-être pas si confidentielle que ça, eh bien, on est bien équilibré sur nos deux jambes. La politique éducative qu'on mène, par exemple, à mon avis, est un excellent exemple et d'incarnation de la politique qui est menée avec Jean-Michel Blanquer, qui, je pense, très connu et reconnu dans l'opinion publique, et aussi de cette capacité qu'on a à lutter contre les inégalités. Alors, les élèves qui débutent le bac ce matin le feront en plein mouvement de grève. La CGT annonce même qu'elle continuera le mouvement en juillet. Pour la CGT, le bras de fer continue donc. Je considère que c'est complètement irresponsable de la part de ce syndicat. On a eu des mois de négociations avec le Premier ministre, avec la ministre des Transports. On a eu un texte qui a été adopté de manière définitive à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on a un syndicat qui, je pense, essaye de jouer son va-tout, sa survie politique. Sauf que là, le faire alors qu'on a des jeunes lycéens qui passent leur bac, je trouve que c'est vraiment irresponsable. Un mot sur les privatisations. C'est parti, c'est l'un des articles phares de la loi qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres par Bruno Le Maire, la Française des Jeux, Aéroport de Paris ou encore le fournisseur de gaz Engie. En quoi ces privatisations sont indispensables? On touche là des secteurs qui peuvent être considérés comme stratégiques pour le pays. Déjà parce que la privatisation ne veut pas dire qu'il n'y a plus de régulation. On aura par exemple sur la Française des Jeux, qui est un point clé, une meilleure régulation grâce à une autorité indépendante sur la question du jeu. Puis ensuite parce que ça clarifie le rôle de chacun. Est-ce que c'est à l'État d'être actionnaire de sociétés concurrentielles? Je ne pense pas. Par contre, l'État doit rester maître dans les services publics, notamment à la SNCF. Donc la SNCF, c'est une société concurrentielle bientôt là? Oui, mais ce que je vous dis, c'est un service. Cette phrase à assumer au moment où on dit que le projet du gouvernement, c'est de privatiser. Parce que justement, je vous dis que c'est un service public, la SNCF, et donc ça doit rester à l'État de gérer ce service public, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de le moderniser, et c'est ça qu'on a fait. C'est une société concurrentielle, vous le savez bien, on a voté un texte au Parlement. Justement. Ouverture à la concurrence, mais la société SNCF, elle, reste bien un service public, et ses titres sont incessibles, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune privatisation de la SNCF. Vous savez que c'est ce qu'on avait dit pour Engie aussi? Et moi, c'est ce que je vous dis sur la SNCF. On repassera cette bande peut-être dans quelques années. Allez, merci à vous, Aurore Berger.